Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. 1 ou 2 enfants, c'est bien. 3, c'est encore mieux. Le gouvernement confirme la création d'un nouveau congé parental pour encourager les familles nombreuses. Et il y aura aussi des réductions d'impôts supplémentaires pour les frais de garde. Aux États-Unis, le puissant cyclone Rita continue sur la même trajectoire. Il menace directement la 4e agglomération du pays, Houston, qui est en train de se vider de ses habitants. Nous devons nous préparer au pire, dit George Bush. En France, la politique en famille, Ségolène Royal se dit prête à être candidate à la présidentielle au nom du Parti socialiste. Une condition tout de même, que son compagnon François Hollande, numéro 1 du PS, lui aussi sur les rangs, sollicite cette candidature et la soutienne. Les premiers procès de la sécheresse, 2 agriculteurs qui avaient arrosé leurs champs malgré les restrictions d'eau comparaissaient aujourd'hui près de Niort. Le parquet a requis 1 500 à 2 000 € d'amende. La bataille commerciale avec la Chine, après avoir réalisé des tests, les automobiles clubs allemands et néerlandais dénoncent les 4x4 chinois qui seraient dangereux en cas d'accident, même à vitesse réduite. Colère de Pékin qui défend la réputation de ses voitures. Enfin, l'environnement et la diversité des espèces grandeur nature. 600 ans après, le bison revient dans les Alpes du Sud. Une réserve qui accueille l'animal en semi-liberté ouvrira ses portes dans quelques semaines. La France, c'est bien connu, est avec l'Irlande, le pays d'Europe où la natalité reste la plus forte. Mais il faut aller encore plus loin. C'était la priorité affichée cette année à l'ouverture de la conférence sur la famille. L'accent a été mis sur le 3e enfant. Le détail des mesures, Laetitia Legendre. Les familles nombreuses à l'ordre du jour de la conférence de la famille. Première réforme, le congé parental pour les ménages qui désirent avoir un 3e enfant. Actuellement, l'allocation s'élève à 512 € mensuels pour les femmes qui s'arrêtent 3 ans pour élever leurs enfants. Elle passera à 750 € pour celles qui retrouvent un emploi au bout d'1 an. C'est de faciliter la reprise de travail des femmes qui ont des enfants et qui souhaitent reprendre une activité. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas d'autre choix que le congé de 3 ans. Cela rend souvent difficile la reprise d'un emploi. Des mesures qui ne satisfont qu'à moitié associations et syndicats. Ce qui est insuffisant, si vous voulez, c'est que beaucoup de familles souhaiteraient avoir les 3 ans, que ces 3 ans soient rémunérés comme l'année dont on vient de parler. Autre réforme, la carte famille nombreuse. Elle offre déjà des réductions auprès de la SNCF. Elle sera étendue à d'autres secteurs comme le tourisme, l'électroménager, la grande distribution ou le cinéma. Autre coup de pouce, le doublement du crédit d'impôt pour les frais de garde des enfants de moins de 6 ans hors du domicile. À l'ordre du jour aussi, une surveillance accrue des mineurs face à Internet. Le 3e enfant, beaucoup en rêvent, mais sans forcément avoir l'espace ou les moyens de franchir le pas. État des lieux, Laurent dit, Daniel Lévy. Qu'est-ce que tu veux que j'achète pour toi, chérie? Évidemment, le petit dernier, c'est souvent le plus gâté. C'est d'ailleurs le seul que Caroline Schedboom va chercher à la sortie de l'école. Les 2 autres plus grands se débrouillent tout seuls. 3 enfants donc, à nourrir, à habiller, à instruire. Les parents n'ont pas calculé précisément sur coup, mais sur certains postes, ils ont tout de suite vu la différence. Le budget vacances est forcément plus conséquent et plus difficile parce qu'il y a peu d'hôtellerie qui permet de regrouper 2 parents et 3 enfants dans une même chambre. Petit problème de place aussi à la maison, du moins dans l'ancien appartement, car ils ont dû déménager. L'autre appartement, non, c'était pas possible. Il était trop petit, 2 chambres à coucher, 1 parent, 1 enfant. Pour 3 enfants, c'était pas possible. Quoi, on se voyait mal d'investir ou tous les mois à payer un loyer pour un grand logement, donc on a préféré acheter. La famille Schedboom fait partie de la petite minorité des ménages français ayant 3 enfants ou plus à la maison. Seulement 6% des familles sont dans leur cas. Première raison, le coût donc, mais ce n'est pas tout. C'est lié à l'évolution de la société, peut-être au développement de l'individualisme ou certaines caractéristiques des sociétés actuelles, mais certainement, si on veut que le désir d'enfant se maintienne ou se relève, il faut que la société soit plus ouverte aux familles avec enfants. Cela peut passer par des incitations financières. Pour la famille Schedboom, le 3e enfant a signifié une augmentation de 145 € des allocations familiales ainsi qu'une déduction fiscale supplémentaire. Mais pour l'instant, à entendre les familles nombreuses, le 3e enfant coûte plus cher qu'il ne rapporte. Direction les États-Unis maintenant, où le pays entier garde plus que jamais les yeux rivés sur le gigantesque cyclone Rita. Un cyclone potentiellement catastrophique, ce sont les mots employés par le Centre national des ouragans basé à Miami. Les vents atteignent 280 km/h. La ville de Houston, 4e agglomération du pays, est en train de se vider de ses habitants. Philippe Visserias.
L'exode sur les routes du Texas, pare-choc contre pare-choc sur des centaines de kilomètres. Depuis 2 jours, plus d'1 million de personnes fuient la côte, le plus loin possible de l'ouragan Rita. On a mis 17 heures pour parcourir 130 km jusqu'à Houston. On est parti à 3 heures hier après-midi. Déjà, dans les stations-service prises d'assaut, l'essence commence à manquer. Tout le monde essaie de trouver du carburant et de rouler le plus loin possible vers le nord. Après ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, j'ai peur désormais. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, on a réquisitionné les bus scolaires. Évacuation dans le calme, de la côte jusqu'à Houston, la population suit les consignes. Je suis prête à tenir 2 semaines. J'ai emmené les médicaments dont mes enfants ont besoin. À Corpus Christi, c'est toute l'unité néonatale que l'on évacue vers l'état voisin de l'Arkansas. Des prématurés nés il y a quelques jours, mais aussi des malades comme Michael, que sa mère ne quitte pas des yeux. Michael est très inquiet, je dois être forte pour lui. Je pense qu'on s'en sortira. L'ouragan Rita progresse vers les côtes du Texas. On attend des vents à 280 km/h. Rita devrait être aussi puissant que Katrina, peut-être aussi dévastateur. Il devrait atteindre les côtes dans la nuit de vendredi à samedi. À tous les niveaux, nous nous préparons au pire. À Houston, cette famille de réfugiés de la Nouvelle-Orléans, à peine installée, doit à nouveau faire ses valises. Encore une fois, dit-il. La Louisiane craint également l'arrivée de Rita. À la Nouvelle-Orléans, les digues sont à peine consolidées et ne résisteront pas à de fortes pluies. Oui, ce matin, le niveau de la mer était déjà monté de 30 cm au-dessus de la normale le long des côtes du Mississippi et précisément de la Louisiane. Les plateformes pétrolières ont été évacuées. Toutes les compagnies aériennes ont suspendu leur vol. Au Texas, nos envoyés spéciaux Alan Chalvron et Aaron Diamond ont pu se rendre dans la ville de Galveston, exposée à tous les vents. Voici leur reportage. De rares voitures quittent encore Galveston des retardataires et personne en revanche ne se rend vers la ville. Il faudrait être fou. Galveston est une cité fantôme. Ses 56 000 habitants avaient jusqu'à hier 18 heures pour la quitter. Ne reste plus que quelques ahuris sans voiture et sans moyens. Ils évacuent la ville et toute l'île. Alors je marche jusque là-bas pour essayer de prendre un bus. On nous dit qu'il y en a encore pour nous sortir d'ici. Le bus, le voilà, le dernier. Pour les pauvres d'entre les pauvres, les SDF et les vieillards. J'en ai déjà vécu beaucoup, mais avec celui-là, je crois vraiment qu'il faut s'en aller. On est trop vieux pour ça. On aurait peut-être dû partir hier. Si on reste ici, on va mourir, faut qu'on se barre de là. La police veille discrètement à ce qu'il ne reste plus personne. Je fais le tour de tous ceux qui résistent ou qui sont coincés chez eux. Je les amène ici et ils partent pour différentes destinations. Galveston ou la catastrophe annoncée. La ville est construite sur une île lagunaire, protégée seulement par un mur misérable de 5 mètres de haut. Un mur qui paraît ridicule devant l'ouragan de force 5 qui s'annonce. Les seuls irréductibles finalement sont les surfeurs, courageux à 48 heures du cyclone, mais pas téméraires. Demain, ce sera hors de contrôle, à moins que ça soit un peu organisé. À part les surfeurs, la jolie petite station balnéaire, déjà détruite en 1900, semble désormais livrée aux médias et aux pompiers qui risquent de ne pas chômer. Alain Chalvron qu'on retrouve en direct sur place. Bonsoir Alain, on le voit qu'il fait très beau là-bas. C'est le calme avant la tempête? Oui, exactement. Vous savez que le cyclone, par le mouvement circulaire qu'il a, attrape en fait tous les nuages aux alentours. Et donc, avant le cyclone, il fait très bon. C'est vrai, David, on aurait presque envie de se baigner. Et ça ajoute, je dirais, quelque chose à ce caractère surréaliste de la situation avec cette catastrophe annoncée. Une catastrophe dont on craint qu'elle soit en fait sans précédent. Parce que Rita, c'est le 3e ouragan le plus fort de l'histoire américaine. On pourrait presque dire que Katrina, c'est un jeu d'enfant à côté. Alors bien sûr, Galveston n'est pas la Nouvelle-Orléans, ça n'est pas dans une cuvette, mais enfin vous avez vu, c'est une île lagunaire plate comme une galette, et entre ici et Houston, à 50 km, eh ben, j'ai pas vu un seul monticule. On voit donc pas ce qui pourrait arrêter les flots. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est de constater cette espèce d'impuissance totale dans laquelle on est. On peut détruire la planète plusieurs fois, mais on ne peut rien faire face à un ouragan, sinon fuir.
Et encore heureux, cette fois-ci, a-t-on pris la décision à temps de fuir. C'est la leçon de Katrina, on pourrait dire. Oui, on a le sentiment, Alain, que cette fois, les évacuations se déroulent en bon ordre. Ah oui, on a vraiment tiré les leçons de Katrina, c'est-à-dire que grosso modo 48 heures avant que l'œil n'arrive ici à Galveston, 48 heures avant, il n'y avait déjà plus personne ou quasiment plus personne dans cette ville. Donc il est fort possible, il est tout à fait probable même qu'il y ait une catastrophe économique, que cette ville soit détruite, que 13% des installations pétrolières de raffinage américaines qui sont dans la région soient également détruites. Mais heureusement, on peut penser qu'il y aura très peu de victimes parce que tout le monde est parti. Merci Alain, et n'oubliez pas tout de même d'ici quelques heures d'aller vous mettre à l'abri. Alors on a du mal à s'imaginer ce que représente le souffle d'un cyclone. On estime qu'à partir de 120 km/h, il est pratiquement impossible de rester debout. Or il est question cette fois, vous l'avez entendu, de vent supérieur à 250 km/h. Nicolas Châteauneuf, Rémi Poissonnier. Un avion au cœur du cyclone. Cet équipage en pleine turbulence a une mission, mesurer la puissance de Rita jusque dans l'œil même du cyclone, où le vent tombe brusquement. Mais tout autour, c'est l'enfer, avec des rafales à 280 km/h. Au-dessus du golfe du Mexique, Rita est un cyclone de type 5, censé être rarissime. Pour nous rendre compte de sa force, nous nous sommes rendus dans la soufflerie de l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr-l'École. Premier test à 63 km/h. Cela correspond à une tempête tropicale. Autant vous dire qu'il devient difficile de marcher sans se pencher en avant quand à ouvrir son parapluie. Ça devient très très difficile. Deuxième test à 118 km/h. C'est le début d'un ouragan de type 1. Regardez cette balle. Alors imaginez des ouragans de type 5 avec 280 km/h. Nous avons poussé l'expérience encore un peu plus loin. Je déclare forfait à 170 km/h. On comprend mieux ainsi comment un cyclone de classe 5 peut emporter arbres, pylônes et maisons. Mais dans ce cas, la mer peut également monter jusqu'à 5 mètres, sans compter les pluies diluviennes. Cette simulation du prochain passage de Rita montre la presqu'île de Galveston presque entièrement submergée par les eaux. Cette ville a d'ailleurs toutes les raisons de s'inquiéter. En 1900, elle avait essuyé l'un des pires cyclones de l'histoire des États-Unis. Près de 6000 personnes avaient péri. Voilà, la dure vie de reporter. Dernière minute, le centre des ouragans a légèrement rétrogradé le cyclone Rita, qui est maintenant en catégorie 4, c'est-à-dire que les vents sont passés de 282 km/h à 240 km/h tout de même. Et en attendant ce cyclone, les Américains ont connu une grosse frayeur la nuit dernière à Los Angeles. Un Airbus avec 146 personnes à bord a bien failli allonger la liste des accidents de l'été. Juste après le décollage, le pilote s'est aperçu qu'un problème sur les roues l'empêchait d'atterrir. Il a tourné 3 heures au-dessus de la ville avant de réaliser, vous allez le voir, un petit miracle. Le tout en direct sur les grandes chaînes américaines. Yann Fronti. Le train d'atterrissage est bloqué. La manœuvre s'annonce périlleuse. L'A320 a dû tourner pendant 3 heures afin d'épuiser son carburant. 3 heures interminables pour les 140 passagers. À bord, les écrans retransmettent en direct les images filmées par les télévisions. Les mains se crispent. Au sol, les pompiers sont prêts. 18h15 hier à Los Angeles. Le pilote n'a plus le choix. Il doit se poser malgré son train d'atterrissage de travers. Les pneus éclatent et s'enflamment. À l'intérieur, des bébés pleurent, des femmes éclatent en sanglots. Mais l'avion ne dévie pas. Il garde sa trajectoire sans prendre feu. Tous les passagers sont sains et saufs. Un miracle. On a tout vu, on avait des petits écrans. Vraiment en direct? Oui, on s'est vu en direct. Tout le temps? Ils ont tout coupé 10 minutes avant l'atterrissage. Et c'était encore plus inquiétant, on avait l'impression qu'ils voulaient nous cacher quelque chose. Un atterrissage d'urgence parfaitement maîtrisé qui vaut bien un baiser et les compliments des professionnels de l'aviation. Un très très bel atterrissage, très en douceur. Et là, il tire sur le manche, il maintient au maximum la roulette en l'air. Et là, il n'a plus assez de vitesse pour maintenir l'avion en l'air, donc il est obligé de rabattre très doucement. L'atterrissage est parfait, 20 sur 20. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. Un autre Airbus avait connu la même avarie, toujours aux États-Unis. C'était il y a 6 ans.
Encore un mot de l'actualité à l'étranger. 4 jours après les élections en Allemagne, le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder et la candidate conservatrice Angela Merkel, arrivés en tête, se sont rencontrés pour la première fois. Peu de choses ont filtré, mais apparemment les discussions ont été difficiles. Les deux leaders revendiquent chacun le poste de chancelier en cas de grande coalition et là-dessus, le désaccord reste entier. Voilà qui nous amène à la politique en France et aux journées parlementaires du Parti socialiste avec un nouveau candidat à la candidature pour la présidentielle, ou plutôt une candidate, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Ségolène Royal, la compagne d'un certain François Hollande, numéro 1 du PS, et qui n'a pas renoncé à être candidat lui-même. Jeff Wittenberg, Alexandre Cara. Bien sûr, Ségolène Royal n'a encore rien signé. Juste une pétition ce matin, en arrivant aux journées parlementaires du PS. Pourtant, aujourd'hui, la présidente de la région Poitou-Charentes déclare pour la première fois qu'elle pourrait s'engager dans la course à la présidentielle. C'est pas parce que je suis une femme qu'il faut que je fasse preuve de fausse modestie ou de langue de bois. Et donc oui, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais c'est trop tôt pour le dire puisque les candidatures ne seront déposées que dans un an. Il y aura peut-être la vôtre alors. On verra. C'est pas impossible. Merci bon pour ton joli cadeau. Et si aujourd'hui en prime, c'est l'anniversaire de Ségolène Royal, ce n'est pas un cadeau en revanche pour le PS, un parti qui n'arrive plus à dénombrer les candidats plus ou moins déclarés. Après Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn n'aura pas fait mystère de ses intentions pendant ces 2 jours. On verra quel est le socialiste ou la socialiste le mieux apte à porter ses couleurs. J'ai bien l'intention de faire en sorte qu'elle soit moi. Laurent Fabius a la même intention, on le sait. Dans une ambiance un peu étrange hier soir, il s'est retrouvé à la table de son rival François Hollande, qui lui-même n'a rien exclu. François, Ségolène, Jack. Les contestataires et autres fortes têtes du parti trouvent l'addition un peu lourde. Moi j'ai adhéré à un parti où les empoignades idéologiques sont vives, mais au moins on a la dignité du débat d'idées. Ça ne peut pas être un concours de beauté entre les personnes. Ceux qui ont le plus leur nom dans le journal ne sont jamais élus. Vous voyez les sondages, hein, la mère Merkel, poum, dans le popotin, Jospin, poum, dans le machin, etc. Alors il faut faire gaffe. Oublier cette compétition interne pour ne parler que du fond, c'est ce qu'a tenté François Hollande ce matin. Autant d'échecs, autant d'impasses. La droite en porte seule la responsabilité. Très offensif contre le gouvernement, même Laurent Fabius a applaudi. Là-dessus au moins, tout le monde est d'accord. François Hollande que vous entendrez après ce journal, il est l'invité d'Alain Duhamel dans Questions ouvertes. Il vient d'arriver dans nos studios. Et puis l'UDF, elle aussi, tenait ses journées parlementaires. François Bayrou s'est montré une fois encore très critique vis-à-vis du gouvernement. Il a dénoncé la valse des promesses et indiqué, je cite encore, qu'il faudra reconstruire un pays au bord de la banqueroute. Justice avec ce qu'on pourrait appeler les premiers procès de la sécheresse. 2 agriculteurs qui avaient arrosé leurs champs malgré les restrictions d'eau comparaissaient aujourd'hui près de Niort. Le parquet a requis 1 500 à 2 000 € d'amende. François Privat, Philippe Ritten sur place. La plus grande sécheresse depuis 1945 dans les Deux-Sèvres et des interdictions d'irriguer sur l'ensemble du département. Interdictions pas toujours respectées par les agriculteurs, comme Dany Bertoneau, un éleveur, qui se retrouve convoqué devant le tribunal de police. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer à irriguer? Parce qu'on n'avait pas le choix, une production laitière. Si on n'arrose pas le maïs, nos vaches elles ne mangent plus. Hein. Il n'y a plus qu'à vendre la moitié du troupeau. Et qu'est-ce qui rembourse les emprunts après? C'est pas les voisins. Dans la salle, des représentants de l'association des irrigants des Deux-Sèvres venus soutenir leurs collègues. Depuis 3 mois, ils dénoncent la position radicale du préfet qui, selon eux, a interdit l'irrigation sans vraiment tenir compte de l'état des ressources en eau selon les bassins. Il n'a pas su gérer avec nous le problème de l'irrigation. On aurait pu limiter la casse de façon importante. De retour dans sa ferme, Dany Bertoneau, un peu sonné par l'audience, se remémore les mots du procureur qui lui a clairement reproché son déficit d'esprit civique. On n'est pas citoyen. On n'avait pas le choix, c'est ce que je dis, moi. On ne voulait pas laisser perdre notre récolte. Hein. Comme on dit, l'eau est là à tout le monde. Hein. Et puis l'eau, tout le monde l'a pris, et je ne suis pas le seul. Hein. Le parquet réclame 2 000 € à l'éleveur, qui en arrosant a sauvé 70% de sa récolte de maïs destinée à nourrir le bétail. L'essentiel selon lui.
Une série d'évacuations et d'expulsions d'immeubles considérés comme dangereux aujourd'hui à Paris et en région parisienne. Une vingtaine de squatteurs ont été délogés à Hermont dans le Val d'Oise, idem à Clichy-sous-Bois ou encore ici à Puteaux dans les Hauts-de-Seine où la préfecture a fait état de risques d'effondrement, des expulsions qui font suite aux incendies de ces dernières semaines. Alors on a beaucoup parlé ici même et à cette occasion de la pénurie de logements. Ce soir, nous évoquons un sujet délicat et pour tout dire encore tabou, mais qui est aussi une donnée du problème, la polygamie. Dans certaines des familles africaines concernées par les problèmes de logement, il y a plusieurs épouses et 10, 15 ou 20 enfants parfois. Les associations africaines elles-mêmes estiment qu'il peut s'agir d'un handicap pour l'intégration. C'est l'enquête de cette édition, elle est signée Dominique Chimbakala, Zidenberkus. Un pavillon dans le quartier résidentiel des Mureaux. C'est ici qu'habite la famille Diop, monsieur et mesdames Diop. Car il s'agit d'un foyer polygame. Un mari, 2 femmes, 17 enfants. Ça c'est mon fils aussi. Amina, c'est 11 ans. Ça c'est mon garçon, c'est Ibrahim, c'est 8 ans. Ça c'est garçon première femme, c'est 8 ans aussi, c'est même âge. Ça c'est une famille polygame, légalement installée en France, en dépit de la loi qui réprouve clairement cette pratique. Le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Seulement voilà, la législation sur le mariage s'applique aux ressortissants français. Et les Diop sont sénégalais en situation régulière. Le mari est arrivé en France en 1974 pour travailler chez Renault. Ses 2 épouses l'ont rejoint grâce au regroupement familial. Alors quand on lui objecte que la polygamie est interdite, il répond qu'elle a toujours été tolérée. Moi j'ai fait la demande, la première épouse, le regroupement familial est arrivé. J'ai fait même la demande de la 2e épouse. On m'a refusé, mais le refus n'a pas été fait parce que c'est interdit. On m'a dit que le logement était trop petit. Sinon si c'était interdit, on allait me dire non que c'est interdit, il ne faut pas amener. Mais non, moi j'ai fait un visa touristique, elle est arrivée en France, j'ai été à la préfecture, j'ai demandé la carte de séjour, elle a reçu sa carte de séjour de 10 ans. Donc c'est pas interdit. La polygamie, une pratique tolérée de fait jusqu'en 1993, moment où la loi Pasqua a durci les conditions de séjour en France des étrangers polygames. La carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni au conjoint d'un tel ressortissant. Bonjour. Désormais, Ouley, la seconde épouse arrivée avant 1993, a une carte de séjour d'1 an. Mais elle est mère d'enfants français et à ce titre bénéficie de plusieurs droits. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à la mairie pour une demande de logement social, car le pavillon 5 pièces ne suffit plus aux 20 membres de la famille. Il faudra donc les reloger, un casse-tête pour la mairie. Vous avez reçu, c'est clair, la polygamie, elle est là. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et de très concret. Moi, je me dis, c'est vrai, il y a une situation de polygamie, mais quelque part, c'est la France qui l'a créée, de par ses lois successives, à la fois les lois sur le regroupement familial. La polygamie est interdite, mais on a autorisé les femmes à entrer avec des papiers qui étaient légaux. Après ça, sur le sol français, elles ont eu des enfants qui sont français, et comme elles sont mères d'enfants français, elles sont inexpulsables. Les élus locaux gèrent tous les jours ce type de situation. Selon le ministère de l'Intérieur, 20 000 foyers polygames vivent en France, ce qui pourrait représenter une population d'environ 300 000 personnes. En bref, le conflit à la SNCM, les marins CGT ont décidé de poursuivre le mouvement de grève jusqu'à lundi, grève contre le projet de privatisation de la compagnie. Les discussions n'ont donc rien donné. Les passagers bloqués à Marseille ont été transférés à Toulon, où d'autres bateaux sont en partance vers l'Algérie et la Tunisie. Mais des centaines d'entre eux vont encore passer la nuit sur le quai car il n'y a pas assez de place dans ces navires. La Croix-Rouge a été mobilisée une nouvelle fois pour leur apporter une assistance. Économie encore, la bataille commerciale avec la Chine se déplace sur le terrain de l'automobile. On évoquait récemment l'arrivée des voitures chinoises très peu chères sur le marché européen. Eh bien en Allemagne ou encore aux Pays-Bas, des tests de sécurité se sont révélés accablants pour certains modèles. Pékin conteste et contre-attaque. Luc Bazizin, Christian Leroux. Voici un crash test réalisé à 65 km/h.
Ce 4x4 chinois se comporte manifestement mal en cas de collision frontale. La déformation du véhicule est telle que les passagers se retrouvent écrasés entre leur siège et le tableau de bord. Des tests réalisés par les automobiles clubs allemands et néerlandais. Nous n'avons jamais vu une voiture se comporter aussi mal dans un crash test depuis 20 ans que nous en réalisons. L'habitacle est fortement endommagé. Le conducteur n'a aucune chance de survivre et ses passagers non plus. La Landwind, c'est son nom, est déjà en vente en Europe au prix imbattable de 17 000 €. Au salon de Francfort, les dirigeants ont fait savoir que lors des tests chinois, la voiture s'était avérée sûre. Et pourtant, regardez, nous la comparons avec le nouveau 4x4 Mercedes, crashé dans les mêmes conditions ici en bas de l'écran. L'une quitte la route, l'autre reste stable et se déforme sans exagération. En Europe, les constructeurs misent sur toujours plus de sécurité. On intègre dans ce nouveau véhicule une carrosserie autoportante qui maintenant permet de ne plus dissocier justement le châssis et la carrosserie. C'est un seul module qui permet une meilleure protection des occupants. Pour le moment, le constructeur chinois attend les résultats officiels de ses crash tests et fait savoir qu'il ne déplore à ce jour aucun mort à bord d'une Landwind. Toujours à propos de sécurité routière, une mesure pour prévenir les effets de certains médicaments sur le comportement des conducteurs. La somnolence notamment, ces effets secondaires ne sont pas forcément indiqués clairement. Eh bien, voici la nouvelle signalétique que vous découvrirez sur les emballages. Diego Garcia, Jean-François Chevet. C'était l'an dernier. Sur cette route, la petite Nina, 11 ans, se fait faucher en allant à l'école. Le conducteur avait pris plusieurs médicaments dont certains peuvent poser problème avec la conduite d'un véhicule. La mère de Nina ne s'explique toujours pas cette situation. Les médecins savent prescrire un arrêt de travail. Ils devraient pouvoir temporairement prescrire un arrêt de conduire quand la personne est dangereuse. Si potentiellement elle n'a pas toutes ses capacités, à quoi bon être sur la route pour tuer nos enfants? Un drame qui peut se reproduire. On retrouve la trace de certains produits comme les somnifères chez 10% des accidentés de la route. 2 tiers des automobilistes consomment quotidiennement au moins un médicament. En 1999 apparaît le premier pictogramme. Aujourd'hui, il n'est toujours pas bien compris. On a plutôt l'impression d'un panneau de signalisation pour la route, mais pas pour un médicament. Enfin. Pour mieux sensibiliser les conducteurs, l'agence du médicament a décidé de remplacer l'ancien logo par de nouveaux pictogrammes avec 3 niveaux d'avertissement. Jaune, soyez prudents. Exemple, les sirops contre la toux. Orange, soyez très prudents. C'est le cas des tranquillisants. Et le plus important, rouge, danger, ne pas conduire concerné entre autres certains somnifères. Ça permet d'une part aux professionnels de santé, c'est-à-dire aux médecins et bien sûr aux pharmaciens, mais surtout à l'usager, de pouvoir se rendre compte du risque qu'il pourrait prendre s'il prenait sa voiture. Il ne s'agit que de recommandations, mais attention, en cas d'accident, les tribunaux pourraient considérer le non-respect de cet avertissement comme circonstance aggravante. L'environnement, on parle beaucoup de la diversité des espèces. Eh bien, 600 ans après, le bison revient dans les Alpes du Sud. Une réserve qui accueille l'animal en semi-liberté ouvrira ses portes dans quelques semaines. Olivier Théron, Raymond Chaplard, sur place. À l'aube de l'humanité, il y a plusieurs milliers d'années, ils étaient déjà là. Les bisons ont disparu avec la civilisation. L'espèce a pu être préservée grâce à quelques spécimens polonais. Ils sont de retour en France par la volonté et la passion de 2 vétérinaires et de Jean-François Tordeau, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. La petite famille de Ponydure, le mâle dominant, est observée 2 fois par jour dans l'enclos de quarantaine. Ils s'acclimatent très bien, bon, comme on peut le voir, d'abord ils nous font de plus en plus confiance et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus proches et on voit des animaux qui sont en train de brouter à quelques mètres. Ils ont pris énormément de poids et ils ont vraiment maintenant une structure sociale complètement constituée avec une hiérarchie bien établie. Dans quelques semaines, les bisons pourront vivre à leur rythme dans un enclos de 400 hectares, une réserve, comme celle d'Afrique. Ils partageront les prairies et les bois avec la grande faune sauvage locale, les cerfs, les chevreuils et les chamois. J'examine des selles d'un animal qui me paraît être un cervidé, un grand cerf. Il a fallu une dizaine d'années à ces passionnés pour monter le projet, sans subvention et à l'opposé du concept de zoo. Plus que donner à voir, ils veulent avant tout permettre de comprendre. La finalité de tout ça, c'est quand même de mettre un outil pédagogique à la disposition de la jeunesse et leur montrer ce que c'est vraiment un écosystème, parce que je pense que l'environnement, on le respecte quand on le comprend, quoi. Une autre espèce mythique, les chevaux de Przewalski, rejoindront la réserve dans quelques semaines. En calèche ou à pied avec des guides, il sera alors possible de partir à la rencontre des bisons.
Et après les bisons, les ours, 3 spécimens slovènes vont être introduits dans les Pyrénées au printemps. Image ici du dernier lâcher qui avait eu lieu en janvier dernier. Cette annonce de la ministre de l'écologie Nelly Olin est en fait en deçà du plan prévu puisque son prédécesseur avait accepté l'arrivée de 5 animaux dès cet automne. Je vous rappelle que depuis la mort de Canel, dernier ours de souche française, l'année dernière, il reste une quinzaine d'animaux en France. Les collections automne-hiver. Ouvrez bien les yeux, il ne s'agit pas cette fois de haute couture, mais de pâtisserie. Comme les stylistes, les grands cuisiniers inventent désormais des recettes 2 fois par an. Macarons au litchi, religieuses au marron glacé. Voici les derniers modèles. Estelle Collin, Bruno Giraudot. On peut être tarte et top modèle, car contrairement aux apparences, celle qui défile devant la presse internationale, c'est la pâtisserie. C'est une combinaison très intéressante, c'est sublime. C'est froid, c'est dur et c'est super bon. L'idée, c'est lui qui l'a inventée. Du haut de gamme couture d'un créateur pâtissier qui vit au rythme des saisons avec des collections printemps-été, automne-hiver, de prêt à être dégustées. Il y a une démarche qui est proche de la mode, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas de la même façon en été qu'en hiver et on ne mange pas de la même façon ni les mêmes produits. Donc le parallèle se fait de manière naturelle et normale. En boutique, des formes, des couleurs qui laissent deviner les plaisirs du palais. Et en vitrine, la toute dernière collection pour appâter les amateurs, prêts à débourser 6 € par bouchée. Parce qu'il y en a certains à ce prix-là, on est à la limite de l'œuvre d'art. Voyez comment on se creuse la tête pour immortaliser ces joyaux. Je voulais le photographier d'en haut, mais Christophe voudrait qu'on voit quand même toute la structure. La séance photo, pour ce boulier aux 5 saveurs, a duré plus de 5 heures. Je sublime un produit par de la lumière comme on le fait pour une chaussure, un bijou ou une montre. Et à ses côtés, le pâtissier, mais faut-il encore l'appeler ainsi? Styliste créateur, on va dire créateur de pâtisserie. Le paradoxe de cette histoire, c'est que pour prétendre rentrer dans une robe haute couture, il ne faut pas abuser de la haute pâtisserie. Le retour de Michel Boujna sur les planches, le comique est seul en scène avec un nouveau spectacle, Les Nouveaux Magnifiques. Il a choisi en fait de reprendre les personnages qui avaient fait son succès il y a 20 ans. Marie-Hélène Bonneau, Diane Richard. Il veut dire les Magnifiques, créés il y a 20 ans. 3 petits vieux juifs tunisiens qui possèdent un magasin de pantalons. Souvenez-vous. Je rêve par exemple que demain je me réveille et en France il y a 50 millions de juifs tunisiens. 450 Français. Il en a coulé de l'eau sous les ponts en 20 ans pour Michel Boujna. S'il remet son nez rouge de clown, c'est pour nous embarquer encore une fois dans un grand délire. Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Jouer sur scène, quoi? Et au bout de 2 secondes, j'ai dit tiens, je vais jouer 30 fois les Magnifiques, les anciens. Puis j'ai commencé à répéter. Et comme j'arrête pas d'écrire, comme j'arrête pas d'inventer, j'ai changé les textes. J'ai appelé ça les Nouveaux Magnifiques. Donc la vraie vérité, c'est faire un kiff. Les Magnifiques de 1984 ont maintenant des petits-enfants. C'est surtout à cause de la planète. Elle est niquée, la planète. Et nous, les jeunes, on le crie, mais les hommes politiques, ils ne nous écoutent pas. Ils s'en foutent de nous. Parce qu'on vote pas, mémé. On est une génération de niqués, mémé. Tout au long de son voyage sur les planches, il embarque Shakespeare, qu'il revisite à sa façon. En fait, je fais un mélange entre Juliette et Quasimodo, voilà la vérité. Ding ding dong. Oui, c'est les cloches de Quasimodo. Le conteur que je suis a une passion pour le théâtre et pour Shakespeare. Donc, je fous Shakespeare partout où je peux. Je l'adore. J'adore. Boujna ne s'arrête jamais. Après Les Nouveaux Magnifiques, déjà prolongés pour cause de succès, il réalisera son second film. Sport, 2 images de la 8e journée de Ligue 1. La victoire du PSG face à Lille, 2-0. 2 buts signés Paoletta. Paris est désormais à 1 point du leader, Lyon. Et puis Monaco redresse la tête quelques jours après la démission de son entraîneur Didier Deschamps. Victoire 2-1 face à 3. Un succès arraché puisque les Monégasques ont joué à 9 contre 11. Voici l'un des buts de Monaco.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, questions ouvertes. François Hollande répond donc aux questions d'Alain Duhamel. La météo, Nathalie Riouet. Point route, Valérie Maurice. 21h, envoyé spécial. Guylaine Chenu, Françoise Joly, avec une enquête notamment sur l'envers du paradis à Dubaï. Ces hommes exploités qui construisent les palaces et les hôtels de luxe. 23h05, double jeu, Bernard Pivot. 1h moins quart, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, autour de William Lémergie. À 13h, Élise Lucet. À 20h et tout le week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur le nouvel album d'Astérix. Le ciel lui tombe sur la tête, c'est son titre. Il sort dans 3 semaines, mais Uderzo l'a présenté personnellement aujourd'hui à Bruxelles. Le scénario est aussi secret que la composition de la potion magique de Panoramix. À lundi.